La bêta d'iOS 15 est arrivée pour les développeurs et sera téléchargeable pour test pour tous début juillet. Alors que penser de ces avancées, de FaceTime d'abord, sans oublier les notifications en passant par iMessage ou encore iCloud. Bref, faut-il attendre ou l'adopter de suite? Retour également sur Apple Music dont les fonctions audio sans perte et spatialisation sont disponibles. Nous ont-elles convaincus? Débat. Everyone has a story to tell, an ambition to realize, the passion, the time, the exacting detail that goes into everything we do. We push the boundaries of what's possible to create something extraordinary. Introducing SanDisk Professional. Premium pro-grade storage solutions, powerful enough to capture your biggest inspiration. This is innovation with one thing in mind, to empower your creativity, content, production, business. High-end products that flow with you. Customize, expand, and scale however you want. Built to be steady under pressure and help protect it all along the way. Massive capacity, packed with power. Designed to be resilient from the inside out. We don't cut corners or make compromises. This isn't just professional, it's SanDisk Professional. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Merci encore pour votre fidélité. Et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Cliquez, mettez des pouces, ça fait toujours plaisir. On a besoin d'abonnés pour qu'on termine cette année en tronc. Merci également d'avoir été si nombreux à nous suivre la semaine dernière pour notre live WWDC dont on va reprendre les annonces ce soir. Et on retrouve notre duo de choc avec comme chroniqueur ici en plateau à mes côtés, Stéphane Zibi de Unisix. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Tu as installé iOS sur ton téléphone? Oui. Sur ton iPad? Oui. Et tu as installé macOS sur ton Mac? Non. Pas macOS? Non, parce qu'il faut que je travaille. Bon, d'accord. Et à ses côtés, mon ami Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Toi aussi, tu as passé au crible la première bêta d'iOS. On va longuement en parler ce soir. Oui. Tu en es plutôt content? Plutôt. Bon. Et enfin, dernier chroniqueur, mais le meilleur pour la fin, Didier Poulicani de Mac Forever en duplex de la rédaction à Lausanne. Bonjour Didier. Non, c'est vous les meilleurs, les amis. Bah oui, écoute, Olivier, moi aussi, je l'ai installé et je vais passer mon été en bêta, voilà, avec des batteries un peu pourries. Mais c'est pour vous qu'on le fait, les amis. C'est vrai. Ouais, et puis tu as bien carburé la semaine dernière. Hein. Tu as sorti quoi? 3-4 vidéos pour présenter les bêtas, c'est ça? Donc allez voir sur la c'est chaîne pas mal de YouTube. boulot, hein, mais inversement, j'aime bien, tu vois, pouvoir faire... nous, on fait des émissions longues qui expliquent bien les choses. Et puis là, en une dizaine de minutes, tu connais toutes les fonctions d'iOS. Voilà. Donc c'est disponible sur notre petite chaîne YouTube. Exactement, c'est complémentaire. Le meilleur des deux mondes, Mac Forever, et on refait le Mac. Commandez de plus. Allez, un mot à propos de notre... On refait le Mac Forever. On refait le Mac Forever, le meilleur des deux mondes, effectivement. Un mot à propos de notre sponsor, SanDisk Professional. Notez bien, SanDisk Professional, hein, c'est la nouvelle marque du célèbre constructeur de cartes SD qui propose désormais une gamme complète de solutions d'archivage à destination des professionnels de l'image, apte à combler chaque étape du processus de création, de la prise de vue à l'instar des ProCard CF Express au dérochage grâce au lecteur de cartes CFast et CF Express. SanDisk commercialise désormais des disques pour le montage et l'archivage. La gamme propose des modèles SSD Pro, USB-C, Thunderbolt 3 portables ou de bureau, ou encore des versions RAID, le tout issu de l'expertise du constructeur G-Technologie. Bref, SanDisk est présent à chaque étape de votre workflow. Pour célébrer l'événement, regardez, SanDisk Professionnel vous offre un G-Drive SSD en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Compact, ce disque à emporter est équipé d'un SSD NVMe d'une capacité de 500 Go, 1 ou 2 Tera. Léger, ne pesant que 90 grammes, il résiste aux chutes et aux chocs. Rapide, il assure des transferts de fichiers affichant des débits jusqu'à 1050 mégaoctets par seconde en se connectant au Mac via un port USB-C et le tout est garanti 5 ans. Bonne chance. Merci à SanDisk Professional de nous soutenir et rendez-vous en fin d'émission. Allez les amis, on va débriefer ensemble les annonces de la WWDC. On se concentre sur iOS 15. Nous allons revenir la semaine prochaine sur iPadOS 15 et macOS Monterey. À propos d'iOS 15, on vous a posé la question sur Twitter. Quelle avancée retenez-vous d'iOS 15? Regardez les résultats. Vous êtes 38,5% à un plaidoyer pour FaceTime Links, la possibilité d'inviter
des gens via un lien sur FaceTime. La gestion des notifications, 18,7%. Les avancées d'iMessage, 11%. On va également en parler. Enfin, la confidentialité des données, 31,9%. Donc, c'est donc FaceTime Links qui a la possibilité donc, d'inviter par mail des interlocuteurs sur FaceTime via un simple lien, à l'instar de Zoom ou Teams, qui remporte vos suffrages. Et oui, désormais, FaceTime arrive sur Android et Windows. On vous explique tout ou presque. FaceTime s'ouvre, iMessage fermé. Nous le disions lors de notre live la semaine dernière. On était plutôt, je crois bien qu'on était les seuls, les amis, à le dire. FaceTime est la seule solution de visio d'Apple à ne pas avoir profité de la pandémie, du télétravail, contrairement à Zoom notamment. On avait donné quelques chiffres lors de la keynote la semaine dernière. Souvenez-vous, Zoom est passé de 10 à 300 millions d'utilisateurs quotidiens et a vu son chiffre d'affaires augmenter de plus 327%. Donc, il y a vraiment une nécessité de pousser FaceTime, Didier. Sur d'autres plateformes, tu n'étais pas avec nous. C'est donc chose faite. Mais c'est encore loin d'être la panacée. Regarde ce que dit Florian Martin sur Twitter. Mais FaceTime Link, c'est mignon, mais c'est hyper relou, en fait, à organiser comparé à Google Duo. Vous avez essayé, les amis. D'abord, ta réaction, Didier, car tu n'étais pas avec nous la semaine dernière, sur cette arrivée, cette volonté de valoriser FaceTime, même si ce n'est pas encore la panacée, on l'a dit. Oui, bah écoute, moi je m'attendais effectivement à un espèce de petit Zoom-like. On en parlera peut-être après aussi, mais je m'attendais à ce qu'ils fassent la même chose pour iMessage. Et en fait, non, c'est un peu la déception parce que c'est très poussif. Ça plante encore beaucoup. Là, j'ai essayé sur des Huawei, par exemple, la caméra marchait pas. En plus, il faut lancer donc une page web. Ah, c'est encore une bêta. Ouais, non, mais c'est sûr que ça demande à évoluer encore. On est au début d'un process quand même. On n'a quand même pas la souplesse. On ne dit pas, tiens, on va se faire un FaceTime, je vais inviter 12 collègues dessus. Clairement pas. D'ailleurs, je ne pense pas qu'ils le vendent comme un outil vraiment pro. Hein. Ça reste, je pense, du dépannage. Et finalement, tu te dis quand même, quitte à mettre cette énergie-là, pourquoi pas avoir fait juste une appli Android, une appli Windows. En plus, les gens peuvent se créer des ID Apple sans produit Apple maintenant, donc il manque quand même pas grand-chose. Et surtout, ce sera un moyen de capter les gens vers son univers, comme elle l'a fait, tu vois, avec iTunes, avec un certain nombre de produits comme ça, quoi. Alors, Laurent Stéphane, vous avez essayé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel est votre sentiment, sachant que c'est la toute première version bêta, il y aura tout l'été des mises à jour? Alors, d'abord, on est dans un univers très Apple, hein, donc il faut que tu crées ton compte, tu vois, iCloud. Tu te rends compte que les gens qui sont sur Android, beaucoup n'ont pas de compte iCloud. Donc, ça veut dire que tu as une étape supplémentaire. Tu vois, c'est pas le truc, tu cliques sur le lien et tu te connectes. Voilà. Non, mais c'est pas fluide, quoi. C'est pas, tiens, on se lance quelque chose, alors que finalement, Zoom, bah oui, tu as fait l'effort la première fois et après, tu as ton compte, mais tu as pas ça. Alors que nous, on a tous nos comptes iCloud, forcément, tu vois, c'est pas. Et après, alors c'est bien, l'idée est bien. Mais ça m'a encore plus énervé. Tu vois, je me suis dit que les gens avec lesquels j'étais, je faisais des FaceTime avec eux parce qu'ils ils étaient sur iOS. Et puis finalement, ceux qui étaient sur Android, il fallait faire autre chose, quoi. Mais c'est vrai qu'une appli, je suis entièrement d'accord avec Didier. Ils auraient sorti une appli Android, ça aurait fait un carton. Oui. Stéphane, ton sentiment? Oui, non, mais de toute façon, on était peut-être un peu remonté le jour de la keynote, mais on voit quand même que le portage, il est finalement que partiel, hein, de ce qui se passe. Et on sait très bien que le portage ne pourra être que total que s'il y a une app purement et simplement, parce que ce que disait Didier, c'est via le web, ça sera toujours perfectible. Et donc même un navigateur, en fait. Et voilà. Et donc, mais c'est en gros, on aura toujours un retard par rapport aux ceux que tu as nommés dans cette partie-là, en l'occurrence Team et Zoom, et il y en a plein d'autres. Oui, et puis dans l'usage, c'est aussi l'ergonomie est quand même particulière. Hein. C'est-à-dire que toi, tu crées le FaceTime, tu récupères le lien, tu envoies le lien à une ou plusieurs personnes. Eux, ils veulent se connecter. S'ils n'ont pas leur compte, ils mettent 5 minutes à créer leur compte, le valider, aller valider, cliquer sur les liens et puis revenir. Bon, grosso modo, et toi là, tu es devant ton FaceTime pendant 5 minutes à attendre. Donc tu leur passes un coup de fil en disant tu as réussi, tu n'as pas réussi. Donc tu vois, franchir le pas du premier essai compliqué. Après, peut-être que les gens auront leur compte, tu vois. Mais pareil, encore une fois, ils lancent le web, c'est pas une appli où le compte est enregistré, tout ça. Pas gagné. À propos de l'Apple ID, tu as des infos, Didier? Et puis apparemment, ça marche pas avec tous les navigateurs non plus, hein. Non, mais enfin moi j'ai essayé sur donc le Huawei encore qui était avec Google, tu vois, avec la dernière version de Chrome.
Et il me disait qu'il arrivait à gérer le son, mais pas la caméra. Et puis surtout, j'ai eu plein de plantages encore. Bon, tu disais tout à l'heure, c'est quand même une bêta, donc ça va arriver petit à petit. Apple te dit il faut les dernières versions, mais ils précisent pas vraiment lesquelles. Donc, en fait, tu as l'impression qu'ils ont développé ça presque 15 jours avant la keynote en disant tiens, on mettait ça un petit peu dans le lot. Ça fait pas très préparé. Ça fait un peu Apple lossless, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, et on a l'impression qu'ils ont un petit peu, comment dire, improvisé. Nous, on a fait le test avec notre ingénieur du son favori, Christophe, et son Samsung, parce qu'il ne jure que par son Galaxy. Il est presque parfait, ce garçon. Presque. C'est vrai. Et ça a marché nickel, avec son... enfin, nickel. Ça a marché, il a détecté la caméra via le navigateur. Évidemment, quand on est dans le navigateur, on n'a pas forcément la souplesse et toutes les avancées en termes d'interface non plus qu'on pourrait avoir dans FaceTime, parce que l'interface évolue également, je crois, les amis. Avec qui veut en parler? Il y a une nouvelle vue en mode grille, déjà. On a vu aussi une vue en mode portrait. Bon, si on est devant la plage, c'est bien, quoi. C'est pas mal. Il y a aussi d'autres fonctions de partage d'écran. Ah, ça, c'était indispensable pour le télétravail. Attendez. Le mode portrait existait dans FaceTime. C'est pour ça que tout le monde parle de cette nouvelle vue en mode portrait, comme si avant... Comment ça existait? Tu pouvais déjà le mettre en mode... Tu pouvais déjà te mettre en mode portrait. Ah bon? Moi, j'ai jamais essayé, remarque. Didier? C'est quoi? C'est un doute maintenant. Parce qu'ils ont quand même insisté. Mais oui, c'est pour ça que j'ai un doute. Ils vont pas présenter quelque chose qui n'existait pas, qui existait déjà avant. Par contre, il y a un truc super bien, c'est l'isolation du son. Je sais pas si on va en parler après, mais ça marche super bien. Avec la spatialisation, c'est ça? Non, alors là, c'est vraiment... il utilise les micros, par exemple, si tu as des AirPods Pro, etc. Là, on a fait un test, nous, avec... tu pourras le mettre si tu veux. On avait un ventilateur derrière nous là, qui soufflait énormément. Tu l'entendais beaucoup. Et tu coches ce truc. Et en fait, ça permet effectivement de réduire totalement les bruits de fond. Donc ça, c'est hyper pratique. Et surtout, en fait, les deux fonctions, donc le mode portrait et puis cette réduction de bruit, c'est pas que pour FaceTime, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis au niveau système. Donc tu peux le mettre pour chaque appli. Par exemple, dans Snapchat, tu peux avoir du coup le mode portrait, tu peux avoir l'isolation du son. Et ça, franchement, c'est une super idée parce qu'il y a plein de fois, tu es dans la rue ou j'en sais rien, tu veux un joli mode portrait. Dans n'importe quelle appli, ça va fonctionner, quoi. On en parle un peu après, mais puisqu'on a embrayé là-dessus... moi aussi, j'ai découvert ça. Donc, en fait, tu peux y accéder directement, en baissant le centre de contrôle. Je ne sais pas combien de gens vont réaliser qu'il est à cet endroit-là. Non, mais en fait, j'ai trouvé ça génial parce que je suis tombé dessus par hasard. Parce qu'en fait, le centre de contrôle, il est descendu d'un cran. Tu vois, par rapport à ce qu'il était avant, il y a une ligne en haut et tu dis, tiens, c'est quoi cette ligne? Et effectivement, tu as ce bouton. Et si tu testes, c'est génial. Mais je me dis, combien d'utilisateurs iOS vont penser durant un appel à se dire, je descends au centre de contrôle? Je sais pas. En termes d'ergonomie, et puis il faut trouver la fonction. Oui, après, le résultat est assez impressionnant. Il y a 3 modes et c'est assez impressionnant. Ouais, en tout cas, s'ils veulent imposer FaceTime pour le télétravail, effectivement, tu le disais tout à l'heure, Stéphane, la fonction de partage d'écran, c'est indispensable lorsque vous faites une petite réunion en Zoom, en Teams, si vous voulez échanger des slides, des présentations PowerPoint ou Keynote, c'était le maillon manquant. Alors, plus original, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je suis un peu perplexe face à cette fonction. Elle n'est pas du tout pour le travail, celle-ci. C'est la fonction SharePlay. C'est même une API qui permet de partager des vidéos, du son et votre écran. Alors, c'est vraiment grand public. Vous avez essayé. Alors, comment ça fonctionne, Didier? C'est plutôt lié à une Apple TV, c'est ça? Déjà, ça marche pas dans la bêta, donc j'ai pas pu tester. Ouais. Mais l'idée, c'est de pouvoir partager des contenus. Tu vois, on parlait tout à l'heure de partager un Google Doc ou n'importe quoi. Là, tu peux partager une musique, tu peux partager un film et aller le commenter à plusieurs. Le film, tu le partages sur un autre appareil. C'est ça qui... Alors, en fait, tu peux regarder le film sur l'Apple TV, mais il va se synchroniser avec tes amis. Voilà. Et surtout, il va adapter le volume. Quand tu commentes, il va un petit peu le baisser. Et c'est ça. Ça a l'air quand même l'usine à gaz pour un truc que je pense personne ne va utiliser. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'ils ont développé encore une espèce de fonction, un peu comme les Memoji. Les Memoji, c'est rigolo, mais qui utilise vraiment ça tout le temps? Tim Cook, pour la keynote, souviens-toi, l'ouverture, il y avait tout le public qui était en Memoji. Voilà. Non, mais c'est rigolo comme ça, mais je suis pas sûr de l'application. T'imagines le temps même pour se setuper, que tout le monde allume son Apple TV, est-ce que vous êtes prêts, machin, tu vois, nous, on fait des émissions, on voit le temps que ça prend. Quand tu veux regarder une série, tu veux pas attendre 1 heure avant de Toujours regarder. à l'heure, Didier, qu'est-ce que tu racontes? Toujours à l'heure? Non bon. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis indispensable, pour rester sur le thème du télétravail, qu'on attendait depuis longtemps également, qui est proposé par la plupart des solutions de vidéoconférence, c'est le flou en arrière-plan qui débarque. Oui, mais... Regardez, mais c'est indispensable quand tu télétravailles à la maison. Il faut quand même parfois cacher les manquements qu'on aurait
à la maison. Alors, on parlait tout à l'heure de l'audio et la capacité de filtrer les sons. Est-ce que vous, quand il y a des sons parasites, est-ce que de votre côté, vous avez essayé l'audio spatial? On va en parler également dans cette émission, l'audio spatial un peu plus loin avec Apple Music. Stéphane, Laurent ou Didier, qui veut prendre la parole? J'ai essayé, mais je ne sais pas si j'étais dans les bonnes conditions, parce que j'entendais beaucoup de bruit autour de moi. Je ne sais pas pourquoi, mais non, en tout cas, je l'ai écouté pour Apple Music, j'en parlerai peut-être à ce moment-là. Ouais. Bon, l'idée, c'est... Il y a deux choses. Hein. L'audio spatial, c'est que tu as deux interlocuteurs. Oui. Tu en as un à gauche, tu l'entends à gauche, tu l'autre à droite, ça à droite. Ça a vraiment fait ça? Moi, j'avais du bruit et j'entendais d'autres gens parler avec moi, donc ça m'a... D'accord. Ça m'a pas... Laurent. Mes enfants, en l'occurrence. Alors, je ne l'ai pas testé, mais effectivement, il y a deux usages. Hein. Il y a la spatialisation de la musique, hein, on en va reparler parce qu'ils mettent ça partout. Et il y a aussi comment ça s'appelle, le double l'immersion dans la vidéo. Non, ce qui est intéressant, c'est en fait là où c'est intéressant, c'est que dès qu'il y a plusieurs, ça te facilite la prise en compte de l'autre intervenant. Parce que tu vois, tu as le son qui bouge légèrement d'une oreille à l'autre, donc ça te donne l'impression que tu es comme dans une salle de réunion. Après, c'est une virtualisation parce que ça dépend comment sont positionnées tes fenêtres à l'écran. Tu vois mais je pense que ça pourrait avoir un intérêt. Après, je ne sais pas comment ça se passe quand il y a beaucoup, et ça ne marche que si tu es au moins 3. Ouais. Tu vois, si tu es 2, je pense que dans 9 cas sur 10, il y a un FaceTime à 2. Voilà. Si tu filmes. Mais tu vois ce que je veux dire? À la fois, qui passe de gauche à droite. Non, mais c'est pas un outil professionnel. C'est pas un outil professionnel. Donc, c'est pas un outil où tu as plusieurs. Au moins, les FaceTime de famille où j'ai réussi à mettre 3 personnes, c'est un miracle. Hein. Déjà, si tu arrives à voir les gens dans les cases, c'est déjà pas mal. Exactement. Ma mère, c'est le plafond que je vois. Hein. Les fronts ou les plafonds, effectivement. Bref, cela bouge, vous l'avez compris. Enfin, du côté de FaceTime, qui se veut plus ouvert. On attendait de même pour iMessage. Didier nous en parlait à l'instant. Là, l'app de messagerie instantanée demeure fermée et les restes réservés aux appareils d'Apple. Didier, on pensait la semaine dernière, lorsqu'on a fait notre live, qu'Apple voulait vraiment concurrencer WhatsApp. Ça va être compliqué dans ces conditions. Non, mais on s'attendait tous, quand tu as vu toutes les icônes, toutes les références à messages partout, tu t'attendais à la révolution, et en fait, il n'y a rien qu'à changer. Ils t'ont mis des petites... Alors maintenant, tu peux épingler tes liens, tes photos, mais c'est ridicule comme truc. Puis en plus, dès qu'on t'envoie un lien, aller l'épingler, bon, voilà, pourquoi pas, mais c'est des petites fonctionnalités je te dis, qu'ils ont rajoutées 15 jours avant la keynote, ça fait vraiment pas très préparé. Donc non, mais en plus, il y avait un boulevard là, entre, tu vois, Signal, WhatsApp, tous les scandales autour de Facebook. Vraiment, c'est étonnant. En plus, c'est une boîte qui te dit, je veux développer un écosystème, donc je veux miser sur le service. Et finalement, les services sont toujours réservés aux utilisateurs d'iPhone, alors que, on l'a bien vu, hein, c'est quand même un moyen aussi de capter des gens sur ton hardware que de partager un petit peu ça. Mais je trouve qu'ils font un peu la même chose avec iCloud. Hein. On pourrait avoir une espèce d'iCloud façon Dropbox, puis qui ramène les gens sur l'iPhone et qui leur mettrait surtout un immense public potentiel sur cette fonctionnalité. Mais ils veulent pas. Et de toute façon, quand on voit le procès Epic, hein, les échanges de mails, c'est clairement pour que ton public reste captif, donc il n'en profite pas. Si jamais, par malheur, il irait sur Android. Oui, en tout cas, dans période justement de procès Epic contre Apple, ça peut leur jouer des tours. Hein. Ça fait assez... Il avait annoncé de toute façon dans le procès qu'ils n'allaient pas faire de trucs sur Android, donc pourquoi on est surpris? Non, ils n'ont pas annoncé. Si, ils ont dit qu'ils n'allaient pas, il n'y a rien qui est prévu pour Android. Oui, mais par contre, ils avaient annoncé pendant le procès, durant les témoignages, qu'à un moment donné, ils avaient envisagé de... Oui, ils l'ont coupé. Oui, mais ça montre qu'il y a une volonté peut-être... Il y avait... Ils se sont posé la question, ils l'ont tué dans l'œuf. Alors, il exprime parce que c'est une manière d'assurer une qualité de service, sécurité des données, blablabla, mais c'est aussi peut-être une manière d'enfermer l'utilisateur à une unique plateforme. Et je ne suis pas sûr, notamment en Europe, que ce genre de discours fasse longtemps jurisprudence. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'iMessage pour revenir aux avancées propres à iOS 15 ? Tu parlais tout à l'heure de liens que l'on envoie, les possibilités d'épingler. Tu peux nous les décrire brièvement, s'il te plaît, Didier ? Oui, en fait, ce qu'ils font, on avait déjà dans Message, quand tu as un contact, tu cliques sur ces infos, puis tu as toutes les photos qui sont regroupées. On va dire que là, c'est un moyen de regrouper plus spécifiquement des liens qu'on t'aurait envoyés qui sont assez importants, que tu veux lire plus tard. Et surtout, ces liens, tu vas pouvoir les retrouver. C'est-à-dire, par exemple, tu épingles une photo, il va te la remettre dans photo, tu épingles un lien, il va te le reproposer dans Safari. Donc, tu vois, c'est un moyen d'être un petit peu transversal à travers les applications. Et puis, même la présentation a été un petit peu revue dans Message. Voilà, moi je trouve ça assez maigre. On a aussi, je ne sais pas si on en a parlé, des Memoji, on peut les personnaliser un petit peu plus. Tu peux te mettre des mèches sur tes cheveux, des chapeaux, des lunettes un peu colorées. Pour moi, c'est indispensable. Voilà, c'est vraiment les grosses fonctionnalités pour toi, cette année.
Le mode carrousel, quand même, tu m'en parlais encore hier, Stéphane, le mode carrousel pour browser l'ensemble des photos. Avant, on recevait une liste de documents de capture d'écran, de PDF, d'images. Là, en fait, on reçoit une image et on la diffuse de droite à gauche. Exactement, sur un envoi. Pratique. Ça, on voit quand ils le veulent, ils sont avant-gardistes et je pense que les autres outils de messagerie copieront iMessage. WhatsApp le faisait un peu, hein, il t'affichait quelques photos. Quelques photos, mais c'était pas en mode comme ça. Vous pouvez pas les slides. Oui. Non, dès qu'il y en avait plus de 4, tu avais les 4 qui t'affichaient avec un plus le nombre de photos. Et désormais, les photos sont automatiquement stockées dans la pellicule ou tu sélectionnes, tu dois les épingler pour cela? Ça va pas dans la pellicule en tout cas. Moi, j'ai testé, ça va pas dans la pellicule. WhatsApp, ça va automatiquement dans la pellicule? Non, si tu le paramètres. Non, mais tu peux paramétrer. Mais là, par exemple, par défaut, ça va dans la pellicule. Quid d'iMessage aussi, c'est l'épinglage qui le fait aller dans la pellicule, c'est ça? Il te met dans un dossier spécial. Alors moi, dans la bêta, là, ça marchait pas bien ce truc. Ouais. Mais a priori, il te les met. Ce qu'ils ont montré dans la keynote, c'est que ça te les mettait à des endroits spécifiques pour les retrouver. Bon, toujours au registre des photos. Craig Federighi avait incité sur une avancée, c'est la fonction de reconnaissance optique de caractère. On prend une photo et le contenu texte automatiquement reconnu. J'imagine irrité de ce que faisait auparavant l'Apple Pencil. Qu'est-ce que vous en pensez également? Vous avez essayé, ça fonctionne plutôt bien. J'ai vu de mon côté, on peut photographier par exemple une couverture et voir un texte et ça le reconnaît. Enfin, c'est de la reconnaissance optique de caractère. C'est très pratique pour les box, les mots de passe pour les box. Les box, les mots de passe du Wi-Fi? Oui. Ceux qui ne veulent pas le changer. Oui, c'est de l'OCR assez intelligent, il sait bien te prendre les bonnes lignes où il faut, tu peux vraiment copier-coller comme si tu avais le texte en dactylo, quoi. Ouais. Donc c'est hyper bien fait, et puis en plus il te rajoute une couche d'intelligence, c'est-à-dire que si, là moi j'ai pris la bio de Steve Jobs, tu sélectionnes Steve Jobs et puis là il t'affiche des infos sur Steve Jobs, tu vois, donc il y a tout la traduction aussi, comme faisait un petit peu, Google le fait déjà depuis longtemps, hein, ce genre de truc. Tu mets l'application Google, la traduction sur une image et puis il te traduit tout en temps réel, il reconnaît les mots. Donc voilà, mais c'est agréable de l'avoir en fait dès que tu déroules simplement l'appareil photo et tu as tout de suite accès à ça en fait. Et on se faisait la remarque au registre des nouvelles applications, on s'attendait qu'Apple sorte de nouveaux usages, de nouvelles applications. Alors il y en a peut-être une, parce que c'est pas très clair, une sorte de Shazam des objets universels, hein, qui fonctionne pas vraiment dans la version bêta, mais il n'y a pas grand-chose à mettre sous les dents en termes de nouvelles applications. Non, il n'y a pas de grandes nouvelles applications. Il y a un peu d'amélioration. Alors, ils ont amélioré l'application météo. Ils ont racheté. Il faut se rappeler qu'ils ont racheté Dark Sky. Hein. Donc, en fait, quand on voit les images de superposition, c'était les images de Dark Sky. Moi, j'étais un grand utilisateur de Dark Sky, sachant que nous, Français, on va un peu subir une météo obtenue de loin, hein, puisque même si nos impôts servent à payer Météo France a tendance à revendre les données et à pas les partager. Donc quand tu es en France, en fait, il y a une météo qui vient des États-Unis, de la Norvège et de la Suisse. Ouais. Les 3 sources d'informations pour l'extérieur à la France pour avoir des informations, c'est ces 3 sources-là. Donc, mais quand tu regardes ce qui est dedans, ça se rapproche de l'appli Météo France, qui a beaucoup de données, mais qui est nulle parce que tu peux pas la payer. Et du coup, tu as 10, 20, 30, 40 secondes de publicité. J'aurais pu faire un coup de gueule d'ailleurs sur l'appli Météo France. Je serais prêt à payer pour pas qu'il y ait de pub. C'est fait. Alors, qu'est-ce que tu as comme type d'info concrètement? C'est plutôt vers la pollution, c'est ça? Ou ça évolue un petit peu? La qualité de l'air. Ouais. Qualité de l'air, tu sais, c'est l'indice AQI. Tu as une nouvelle présentation des données avec comme des widgets, hein, avec les polluants. Tu as l'apparition la carte de qualité de l'air avec une prévision aussi heure par heure. C'est-à-dire que tu peux anticiper le moment où tu allais faire ton jogging, par exemple? Ouais. Bon. Oui, dans l'absolu, oui. Après, oui. Je ne sais pas si on aura les données en France 100% juste. Oui, parce que ces données, c'est des sources externes. Mais par contre, c'est toujours la même chose. Ça fait partie de ces choses où c'est parfait aux États-Unis et on ne l'aura pas. En France, d'ailleurs, c'est même pas Météo France, hein, d'ailleurs, sur cette partie-là. En France, c'est des agences. Tu vois, par exemple, à Paris, c'est Airparif. Nous, en Corse, on a... c'est pas non, ça s'appelle plus. C'est pas mal fait. C'est pas mal fait, mais ça reste. Tu vois, les données sont pas agrégées, quoi. Après, il y a la carte grand format, hein, où tu vois avec un système de code couleur, tu peux zoomer, tu peux avoir une vue globale, ça se rapproche, voilà. Donc c'est pas mal. Je crois qu'il n'y a pas d'autres grosses améliorations. Non, il n'y a pas d'évolution majeure. Il n'y a rien de l'interface. Ouais. Pourtant, souviens-toi, Stéphane, on s'attendait à une vraie refonte
importante de l'interface, parce que Android 12 a été annoncé lors de la Google I.O. quelques semaines auparavant. Et notamment, on s'attendait à une refonte importante de l'écran d'accueil. Ben oui, on s'attendait à cela, mais on ne dispose pas plus de widgets que cela, en fait. Ouais, on a juste quelques widgets. Oui, voilà, c'est pas la révolution attendue et on a encore nos écrans d'accueil comme d'habitude, quoi. Ouais. Non, par contre, il y a quand même un gros travail qui a été fait sur les notifs, avec un regroupement des notifications, avec le fait que tu puisses, et le mode, la gestion du mode, des modes nuit, travail, qui te regroupe et qui te dégroupe. Là, la rumeur a eu raison. Là, la rumeur a eu raison. Et c'est plutôt intéressant ce matin. En plus, il y a un texte qui est d'une couleur différente. Et du coup, c'est très différent des notifications habituelles. Et du coup, ça attire l'œil. Et il me disait, tiens, celle-là, tu devrais la lire. Voilà. Et je trouvais... C'est assez intéressant. Ouais. On va en parler plus en détail des nouvelles gestions de notifications. Je vous propose qu'on en parle juste après le busomètre. Le busomètre, les rumeurs et actus qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever. Et c'est Didier Policani, comme chaque semaine, qui nous prépare tout ça. Et oui, Olivier, alors on commence avec le MacBook Pro. Alors tu sais qu'il y avait plein de rumeurs qui disaient oui, ça va arriver à la keynote. Il devait arriver à la WWDC. On en a fait un quart d'heure dans la pré-keynote. On était frustrés comme c'était pas possible. Écoute, non. Alors, a priori, en fait, Apple est soumis aussi aux pénuries de composants, notamment au niveau des écrans. Donc, ça arriverait, a priori, plutôt au second semestre. Moi, je te disais depuis longtemps que je voyais plutôt ça d'ici la fin de l'été. Et ben, je pense qu'on est bien parti pour effectivement une sortie, peut-être même à la rentrée, hein, qui sait. Le problème, c'est qu'à la rentrée, il y a l'iPhone, donc c'est quand même une énorme annonce. Ils n'aiment pas trop cannibaliser les annonces entre elles, donc c'est assez surprenant. Moi, j'ai peur que ça nous reporte plutôt en octobre, tu vois, comme l'année dernière avec la puce M1. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a un vrai problème de composants, parce qu'ils auraient pu se permettre, comme ils l'ont fait les années précédentes lors de la WWDC, d'annoncer un produit et de le rendre disponible bien plus tard. Souviens-toi de l'iMac Pro, souviens-toi du Mac Pro qui a été annoncé en juin, ou du HomePod. Je pense qu'il y a une vraie incertitude. Ouais, ils ont peur de ne pas pouvoir le fournir en temps et en heure. Et c'est quand même une machine où il va falloir produire en quelques exemplaires, du moins on l'espère. Deuxième info ou rumeur. Alors ça, c'est en lien avec cette première rumeur, justement, le fait que ce ne soit pas sorti. Et pourtant, dans le code, alors je crois que c'était de la page web de la WWDC, en fait, il y a une référence, il y a un tag qui est marqué M1X. Alors, je ne sais pas si c'est un stagiaire qui a déconné, mais en tout cas, peut-être qu'ils avaient prévu, tu vois, de présenter le processeur en disant « on va vous le mettre ». Mais on ne présente pas forcément les machines. Ouais. Mais là, ils ne l'ont même pas présenté. C'est-à-dire que quelque part, tu te dis que vraiment, on ne risque pas de les avoir demain, en tout cas, ces machines. Et juste pour finir sur cette histoire de pénurie de composants, moi, je suis beaucoup l'automobile. Et l'automobile, ils ont plein de petits composants comme ça qu'ils ont besoin pour leur voiture. Et puis, ils enlèvent des fonctions. Par exemple, chez Tesla, ils ont enlevé, je ne sais plus, le réglage lombaire. Chez General Motors, le start and stop. Tout ça parce qu'en fait, ils ont pas les puces qui font ça. C'est quand même complètement fou. On vit quand même une époque incroyable. Bien, on va essayer à la rentrée, parce qu'on est vraiment un peu débordé en ce moment, de vous faire une émission spéciale autour de ces sujets-là, peut-être du côté de Refait la Tech et comprendre un petit peu la pénurie de ces composants. Et à qui profite le crime? Troisième info ou rumeur? Alors ça ravira les gamers, puisque Stadia, tu sais, le service de streaming de jeux de Google, donc on avait cru qu'il allait s'arrêter, mais en fait il ne s'arrête pas, est passé en version finale, voilà, donc sur iOS. Donc évidemment, tu ne peux pas y jouer depuis l'App Store, car Apple l'interdit. Évidemment, malheureusement. Quatrième rumeur, si je ne me trompe pas. Alors là, on parle de l'iPhone 13 ou 12S, je ne sais pas comment il va s'appeler. Et Apple aurait déjà commencé à passer commande des puces, des écrans, donc c'est à peu près la bonne période. Mais là aussi, tu te dis quand même, s'ils ont ces problèmes de composants, même si l'iPhone sort quand même plus tard dans l'année, ça pourrait faire un peu comme l'année dernière, tu vois, les avoir en novembre, peut-être même décembre. Ouais. Donc voilà, on risque de souffrir un peu cette année. Et moi, j'espère juste qu'ils ne vont pas nous sortir tout au même moment. Tu sais, l'année dernière, moi, j'ai passé une fin d'année terrible. On a testé tellement de produits. Ouais. Et du coup, ça a un petit peu tout regroupé. Donc là, j'espère, au moins, on n'a plus trop le Covid en ce moment. Donc, ils vont pouvoir avoir les ouvriers en place. Mais c'est vrai que ça risque d'être un peu compliqué pour Apple ces prochains mois, en tout cas. Ouais, cette année 2020-2021 était exceptionnelle en termes de rythme et de sortie de produits. Pas toujours disponibilité qui soit accolée et assortie, mais c'est vrai qu'en termes de sortie, ce fut une année extrêmement riche, et tant mieux pour nous, parce qu'on a pris du plaisir à les commenter ensemble. Allez, dernière info rumeur pour conclure. Et ben ça ravira nos amis qui font du montage vidéo, puisque Apple devrait mettre à jour ses Mac Pro Intel, donc ils resteraient sous Intel, parce qu'ils n'ont pas encore des grosses puces pour ces machines, avec des Xeon Ice Lake qui montent jusqu'à 40 cœurs, avec du PCI 4,
PCI Express 4 avec tu vois, jusqu'à 64 lignes, donc on pourrait avoir pas mal de petites choses. Ouais. Donc des machines assez sympas. Et alors la rumeur voulait qu'il sorte, tu sais, un mini Mac Pro, mais qui soit ARM cette fois, avec une toute petite façon un peu cube en fait. Donc là aussi, alors je sais pas, avec l'histoire de la pénurie de composants, s'ils vont arriver à le sortir. En tout cas, c'est dans, tu vois, c'est dans les bêtas de macOS, de Xcode, je crois. Donc s'ils commencent à le mettre là-dedans, c'est que ça ne devrait pas tarder à arriver. Évidemment, il y a quand même des délais, hein, les Mac Pro, les gens ne sont pas à 2 semaines près. Mais voilà, si vous voulez acheter un Mac Pro, mettre 10, 20, 30 000 balles là-dedans, attendez les amis, parce que là, c'est quand même une étape supplémentaire. Ne serait-ce que pour le PCI Express 4, ça vaut le coup d'attendre. C'est clair. Merci Didier. Retour sur la bêta d'iOS 15 avec un gros plan sur les notifications. Notifications sur mesure, hein, du nouveau du côté des notifications en termes d'affichage, les amis, avec notamment, tu en parlais tout à l'heure, un nouveau design, Laurent ? Ouais, il y a un nouveau design. Les icônes sont plus à gauche. Du coup, ça laisse plus de place au texte. Il y a un peu moins d'espace entre l'icône et le texte. Donc, les images sont plus grandes, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est mieux réparti. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que c'est subtil. On s'y habitue très vite. Tu vois, tout à l'heure, j'avais les 2 iPhones, je regardais, je me dis finalement, c'est assez imperceptible et pourtant c'est mieux. Et je trouve que c'est une assez bonne réussite. Là, je te parle juste du design. Après, il y a toute la subtilité sur le fait que les notifications puissent être groupées et qu'elles se comportent différemment selon le mode dans lequel tu es. C'est-à-dire le mode nuit, le mode travail, le mode famille, tu vois, le do not disturb, là, ne pas déranger, qui s'active. Hier soir, à 10h du soir, j'étais sur le téléphone, j'ai vu popper le... Ça, c'est la fonction focus, c'est comme ça qu'Apple l'appelle. Oui. Tout à fait. Mais du coup, ça a un très fort impact sur les notifications. Tu as essayé, Stéphane ? J'ai paramétré un petit peu, bien évidemment. Le truc, c'est très bien. Parce qu'en fait, ce qui fait que quand on regarde notre temps d'écran, c'est qu'en fait, on réagit toujours à des notifications. Donc là, si de fait, on s'auto-censure, ou en tout cas, on s'auto-discipline, et grâce à ça, grâce à des choses pré-paramétrées, bah, ça ira peut-être bien dans le bon sens et on se désintoxique. Voilà. On va se désintoxiquer. Voilà. Ouais. Et et pour compléter ce que dit Laurent, en fait, quand on regarde ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on va avoir donc demain dans iOS 15, le fait qu'on trouve que c'est imperceptible, c'est plutôt joli, et le fait de retrouver l'autre qui paraît un peu vieux, etc., ça prouve que c'est peut-être une bonne avancée. Donc il y aura différents profils. Oui, il y a différents profils, mais alors, donc, qui sont mode conduite, repos, travail, temps pour soi. En plus, c'est un mode toujours ce mode de ne pas déranger. Et tu peux ajouter sport, jeux vidéo, lecture. Enfin, tu peux créer des modes. Attention néanmoins, ça veut dire qu'il y a une phase de configuration. Je ne suis pas apprentissage quelque part. Ouais, mais je suis pas certain que du coup c'est vraiment pour les power users. Ouais. Et c'est pas si simple que ça. Tu vois, tu te rends compte que tu choisis quelle notification tu veux dans tel mode. Et je pense que finalement, quelqu'un qui est drogué aux notifications, finalement, il les veut tout le temps, quoi. Tu vois, il a du mal à faire l'effort. S'il dort pas bien, tu sais, à force. Oui. Je sais. Je te dis juste que j'ai peur que ce soit quelque chose qui ne touche que. D'où le pré-paramétrage. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ils ont pré-paramétré des choses. Bon, voilà. Ouais. Didier, tu es convaincu ou tu es aussi critique que Laurent ? Mais je suis assez d'accord avec ce qui est dit. En fait, ce qui se passe, c'est qu'Apple veut faire un peu du zèle pour essayer de te désintoxiquer. Donc ça, c'est le côté un petit peu vertueux. Sur le papier, c'est une bonne idée. Donc moi, j'ai paramétré mes trucs et tout. Sauf que le problème, c'est que la plupart, il faut quand même le faire manuellement. C'est-à-dire que est-ce que tu es dans le temps de jeu ? Est-ce que tu es dans le temps de travail ? Est-ce que tu vois, tu as ta pause de midi alors tu es dans le temps personnel ? Et en fait, il y a des fois où je n'avais pas remis le truc et puis j'avais bloqué toutes les notifs du boulot. Et puis finalement, j'étais au boulot et je les recevais plus. Et en fait, finalement, comme dit Laurent, moi, après, ça dépend des gens, mais moi, ma vie, c'est un peu les notifications. Je reçois des trucs tout le temps. Et du coup, je les veux un peu tout le temps. Par contre, ce qui est intéressant quand même, je trouve, c'est plus de se dire, tiens, dans tel moment, il pourrait, j'en sais rien, s'il voit qu'on est au téléphone, s'il voit qu'on est sous Final Cut, il pourrait nous enlever le son un peu automatiquement. Tu vois, par exemple, il n'y a même pas un bouton, c'est pour couper toutes les notifs. Ouais, ça fait un peu comme on me glisse. C'est étonnant qu'il n'y ait pas ça, par exemple. Comme on me glisse dans l'oreillette, ça fait un peu usine à gaz. C'est vrai qu'on peut s'attendre à ce que d'ici la version finale d'iOS, qu'on n'a pas dit, elle va arriver à l'automne en même temps que normalement l'iPhone 13 ou 12S. Ou 12S, on verra. Il y aura certainement j'espère en tout cas, des améliorations. Pour conclure sur le registre des notifications, Didier, Apple a également introduit une fonction résumé. Tu peux nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit ?
Oui, et ben comme nous, tu vois, nous qui sommes addicts à tout ça, on reçoit beaucoup trop de notifications et du coup, on a du mal des fois à les trier. Tu sais, quand tu te lèves le matin, tu vois pas forcément tout ce qui est passé. Donc en fait, tu peux lui dire à des moments de la journée, donc soit le matin, soit à midi, soit le soir, par exemple, si tu regardes pas souvent tes notifs, ça peut être intéressant d'avoir les meilleurs notifs. Moi, j'ai fait un test. Donc, j'ai mis mes applications préférées, j'ai mis Twitter, tu vois, les feeds d'actu et tout. Et ben, en fait, le truc, ça marchait bien dans la keynote parce que tu avais Apple News et des belles images et tout. Et moi, en fait, c'était pas très pertinent ce truc, même visuellement, j'ai pas trouvé ça incroyable. Alors, je pense que ça va se développer, je pense qu'ils vont un peu le développer. Je trouve l'idée intéressante quand même parce que moi, mais tu vois, d'arriver déjà à doser l'importance de l'information, c'est un truc qui est compliqué parce que même suivant les gens, ce qu'on juge important n'est pas toujours la même chose. Donc, évidemment, il va te mettre tes SMS si t'en as, il va te mettre les trucs importants. Mais par exemple, sur Twitter ou sur le Figaro, je suis pas sûr qu'il arrive vraiment à voir ce qui est important ou pas, quoi. Ouais, regarde, il y a une remarque assez intéressante d'un tweetos sur Twitter via le compte aurélien.tv, Christ du Sud, voilà un nom intéressant. Bonjour l'équipe, toutes ces nouvelles évolutions ne compliqueront-elles pas l'utilisation entre autres de l'iPad ou même de l'iPhone? Jusqu'à présent, c'est surtout la facilité d'utilisation sans même avoir recours à un mode d'emploi par rapport notamment à Android qui marquait la différence. C'est vrai qu'au fil des années, on voit c'est un vrai millefeuille, on voit arriver de nouvelles utilisations. On en parlera la semaine prochaine dans iPadOS pour le multitâche notamment, parce que c'est un vrai problème en termes d'usage et en termes de simplification. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces remarques? C'est assez vrai. Alors, il y a certaines fonctions qu'on découvre qui viennent pas naturellement. Hein. Il y a quelques années de cela, il y avait Nokia qui vendait quand même, qui était numéro 1 en vente Jadis, oui. Voilà. Et ils se sont écroulés d'un coup. Parce qu'avant, on n'avait pas besoin de mode d'emploi pour savoir si le bouton vert c'était pour appeler, le bouton rouge c'était pour accrocher. Et voilà. Et donc, a priori, pour taper SMS, il fallait respecter à peu près la Voilà, donc a priori, on n'avait pas besoin de mode d'emploi et donc ça a marché. Et même, ils ont réussi à faire des fortunes avec des téléphones qui valaient peu cher, comme le 33 ou le 3410 à l'époque. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils sont sortis un téléphone, c'était le E51. Non, ça c'était le communicateur. Ça. Ouais. Et le A51, il était comme les anciens, mais simplement, il y avait quelque chose qui avait changé. Ouais. Il y avait Internet qui venait, etc. Et ça a été le début de la fin, parce qu'en fait, ils ne s'apercevaient pas de ce qui était en train de faire Apple. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que moi, à l'époque, je travaillais un peu pour eux, je connaissais un petit peu de trois bricoles avec eux. Ouais. Et donc, quand l'iPhone est sorti, vous savez, qu'est-ce qu'ils ont fait le jour où le premier iPhone est sorti? Ils ont pris le téléphone comme ça. Bon, imaginez, c'est un iPhone, le premier iPhone. Hein. Bon, il était un peu plus petit. Et au lieu de regarder l'intérieur, ils ont commencé à le tourner. Ils disent, mais c'est pas un téléphone, c'est une brique, c'est rien du tout. Sur il n'y avait pas de clavier. Il n'y avait pas de clavier, il n'y avait rien. Et ils ont dit, mais comment ça peut marcher? Et il y en a un qui a eu l'idée, il a appuyé sur ça, il a regardé le code, il a fait, ah, il a compris. Et en fait, on pouvait toute la facilité d'usage que même un enfant peut avoir quand il regarde les images, etc. Tout était intuitif. Et là, s'il faut un mode d'emploi pour expliquer quelque chose, là, Apple viendrait, j'espère pas qu'ils vont se ressembler à Nokia, mais il faudra qu'ils améliorent grandement d'ici le mois de septembre cette fonctionnalité, sinon elle aura peu de succès et elle sera mise au cimetière des fonctionnalités. Ouais, c'est pas faux. Et c'est vrai que voilà, ça devient, on le disait tout à l'heure, de plus en plus des usines à gaz. Et c'est parfois difficile de sortir du lot. Ouais, Olivier, si tu peux me permettre, juste, oui. En fait, ils se mettent la pression tout seul, Apple. Oui. C'est-à-dire que chaque année, ils te font un nouveau système. Tu sens qu'il y a des petits départements, il faut que chacun bosse sur trouver quelque chose, quoi. Sa partie. Il faut trouver des trucs à mettre. Et cette année, c'était typiquement ça. Chaque application a des petits trucs. Moi, je trouve ça pas si mal qu'ils fassent pas des grosses fonctionnalités, qu'ils fassent tout bugger. Là, on sent que le système est quand même plutôt stable et c'est plutôt cool. Ça évite d'être en bêta pendant 6 mois. Mais quand même, ils pourraient faire un système tous les 2 ans. Franchement, tout le monde serait content, à commencer par les développeurs et aussi les utilisateurs. Hein, parce que là, tu vois, avant d'avoir une version à peu près stable, il faut souvent attendre le mois de janvier. Et puis on te remet en bêta, enfin en tout cas pour nous l'été. Donc moi je trouve que c'est un peu la course à l'échalote ce truc en fait. Ouais, les autres avancées plus convenues celle-ci d'iOS, garantir la confidentialité des données, sans oublier les améliorations au registre de localisation d'un iPhone. On va voir ça dans le prochain chapitre. Mais avant, un petit mot à propos de notre sponsor SanDisk Professional. Notez bien, SanDisk Professional, car le célèbre constructeur de cartes SD propose désormais une gamme complète de solutions d'archivage à destination des professionnels de l'image, apte à combler chaque étape du processus de création, de la prise de vue à l'instar des Procards CF Express au dérochage grâce au lecteur de cartes CF Fast et CF Express.
SanDisk commercialise désormais des disques pour le montage et l'archivage. La gamme propose des modèles SSD Pro USB-C et Thunderbolt 3, portables ou de bureau, ou encore des versions RAID, le tout issu de l'expertise du constructeur G-Technology. Bref, SanDisk est présent à chaque étape de votre workflow. Pour célébrer l'événement, SanDisk Professional vous offre un G-Drive SSD, regardez, il est là, en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Ce disque, qu'est-ce que c'est ? Il est compact, il est facile à emporter, il est équipé d'un SSD NVMe d'une capacité de 500 Go, 1 ou 2 Tera, il est léger, il ne pèse que 90 grammes, il résiste aux chutes et aux chocs, il est rapide et il assure des transferts de fichiers affichant des débits jusqu'à 1050 mégaoctets par seconde en se connectant au Mac via un port USB. Le tout est garanti 5 ans. Merci à SanDisk de nous soutenir. Confidentialité et localisée, c'est deux thèmes forts également historiques d'iOS. Est-ce qu'il en est de même avec iOS 15 ? La confidentialité des données, c'est vraiment le mantra en tout cas de Tim Cook pour se différencier des autres GAFAM. Alors après avoir introduit une fonction qui permet de stopper l'exploitation des données dans certains de nos apps, cette fois, Apple s'attaque au mail. Ouais, alors juste, ils ont quand même eu cette phrase très forte. Hein. Ils ont dit que c'était limite un droit inaliénable de l'humanité. Hein. La privacy, oui. C'est en 5 mots. Hein. Ils ont dit privacy, je ne me rappelle plus de la phrase, mais c'est en 5 mots, ils te disent, grosso modo, c'est un droit. Donc ils y vont très très fort. Hein. C'est un peu comme la déclaration des droits de l'homme. Tu vois, tu commences très très haut dans le. Donc non, c'est très bien. Bon après, c'est leur credo hein, depuis le début. Hein. On se rend compte, là où c'est intéressant quand même, c'est qu'on se rend compte qu'ils font bouger les lignes. Malgré tout, oui, on a vu tout le monde les a Google pris un peu de haut. De s'aligner il y a 15 jours pour la ce qui est intéressant, c'est que sur ce sujet-là, ils étaient. Il y a deux philosophies. Il y en a qui te disent, finalement, ils collectaient moins de données. Et donc, en fait, il a fallu qu'ils tournent ça à leur avantage. Alors que les autres, ils avaient beaucoup de données, tu vois, que ce soit les Google et Facebook. Ils les données, les autres. Non, mais les autres, ils vivent de la donnée. Google, la pub, et Facebook, la pub. Ce n'est pas le cas d'Apple. Mais du coup, n'en ayant pas, finalement, c'était un mouvement qui était assez intéressant. Et ils ont pris un mouvement. Au début, tout le monde a dit ouais. Enfin, quand tu regardes Google I.O., ils ont fait quand même tout un énorme chapitre sur la privacy, quoi. Donc la politique de respect de la vie privée, tout ça. Faire sourire, du coup. Et du coup, c'est maintenant, pour revenir là-dessus, les fonctions qui sont annoncées, ce n'est que le prolongement de ce qui avait déjà été fait. Tu pouvais, si tu utilisais suite logique. C'était tout à fait. Si tu avais la fonction de cacher ton email, c'est-à-dire tu pouvais avoir un email jetable. Ça, c'est nouveau. Non, tu avais déjà un email, tu avais déjà l'email jetable. Inscrire pour te connecter à des services, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'était des comptes jetables. Tu crées un compte sur une application, mais qui se connectait, qui était quand même sur ton email iCloud. Oui. Donc en fait, ce n'est que une extension de ça. Exactement. Ce n'est que le prolongement de ce truc-là. C'est pas non plus. Là, l'idée, c'est de créer des adresses temporaires. De même que tu crées des comptes temporaires pour certaines applications, c'est un peu. Ça va même plus loin, Stéphane. Ça. En fait, quand on clique sur un email, on ne sait pas, mais bon, il y a des données qui sont récupérées, comme l'adresse IP. On sait que comme on te l'a envoyé à toi, donc on sait que tu l'as ouvert, etc. Donc il y a quand même une protection pour cela. Il y aurait quelque chose de nouveau aussi. Un VPN. Oui, ça c'est vraiment nouveau. Mais ça c'est plus lié c'est plus iCloud qu'iOS, mais c'est intimement lié. Hein. Voilà. Donc dans iCloud Plus, donc c'est la nouvelle appellation du cloud d'Apple, il y aurait un VPN qui serait intégré nativement pour protéger la connexion Internet et pour justement éviter que des données puissent partir à notre insu. Et en tout cas, ils veulent vraiment apparaître comme je dis Robin des Bois, mais ils veulent vraiment être des gendarmes. Alors, ce qu'ils disent est intéressant, hein, oui, pour reprendre. Ils disent que il n'est pas logique que de voir un site web et de le revoir sur un autre terminal modifie la façon dont tu le vois. Donc, grosso modo, et ils ciblent qui, hein, c'est je vais chercher un billet de train, je vois un billet de train, je retourne le soir à la maison. C'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Et du coup, c'est pareil. Les billets d'avion, c'est pareil. Et eux, ils disent c'est pas normal. Et ils ont raison.
Ils ont raison que c'est pas normal. C'est pas normal qu'à un moment donné, les gens malins, tous les gens, quand tu discutes avec des voyageurs, ils te disent « Moi, je fais mes recherches et à la fin, j'y vais avec un navigateur sur lequel j'ai enlevé tous les caches via un VPN avec une autre adresse parce que souvent, je repars sur un prix plus bas. Et je retrouve le prix d'origine. Et je retrouve le prix d'origine, mais ça marche pour les chambres d'hôtel, ça marche pour les voyages, ça marche pour les voyages que ce soit en avion ou en train. Et c'est honteux. Tu dis, je suis un peu pris pour un pigeon, quoi. Ça, ils veulent l'éviter. Après, le problème, l'idée est excellente et je pense que c'est... je pense que très bien. C'est très très bien. La limite de ça, c'est que tu te rends compte qu'à chaque fois que tu fais un pare-feu, au sens pas au sens technique du terme, VPN, ouais, mais que tu fais quelque chose, les opérateurs le contournent. Je te prends un exemple, on va supprimer ce qu'on appelle les third parties cookies, les cookies partagés. Bon, ben maintenant on est en train de travailler sur des systèmes de cohortes et Google et Facebook ont déjà trouvé des moyens de contournement. C'est pas grave, tu auras plus ton cookie, mais on saura que tu aimes le fromage, le voyage et ça, et on va te mettre dans un groupe qui est là-dessus. Donc, je pense que c'est bien, ça va faire bouger les lignes, ça va forcer Le risque, c'est qu'à un moment donné, ça soit tellement compliqué que... Il ne termine pas sa phrase, mais non, mais c'est louable. Ce qu'il dit, par contre, est assez juste, c'est que seuls les gros, je suis désolé, il y a les pompiers derrière. C'est pour toi, c'est comme effectivement les cookies tiers, tout ça. Effectivement, c'est reporté sur les données de facturation, sur tout un tas de choses. Finalement, les gagnants, c'est comme le RGPD. Plus tu fais de règles, plus tu mets des trucs compliqués, plus c'est les gros qui gagnent à la fin. Donc en fait, ça, quelque part, ils favorisent Google en faisant ça, c'est indirectement. Qu'est-ce qu'on c'est assez bizarre. Et, oui. Tu sais, en ce moment, Apple, ils tabassent beaucoup avec les pubs de l'iMac. Je sais pas si t'as vu, on en voit partout à la télé. Oui. Donc ils font ces pubs à la télé, ils font ces pubs sur les box, ils font ces pubs sur les sites internet, ils font des pubs à travers Google, ils font des pubs sur YouTube, sur Insta. Et je serais curieux de voir si Apple utilise le profiling fourni par Google, Facebook. Non mais tu vois, c'est toujours le discours. Ils sont bien contents de faire leur pub aussi. Comme tout le monde, évidemment, puisque le profiling, il ne faut quand même pas oublier que, je ne sais pas dans quoi tu bosses, mais on bosse tous pour des boîtes qui produisent des produits et on est quand même content de pouvoir profiler un petit peu les gens, même si je suis d'accord évidemment avec ce qui vient d'être dit juste avant. Alors, un mot sur ce VPN, Didier. D'ailleurs, ils n'appellent pas ça un VPN, Apple. Comment ça marche chez eux, d'ailleurs? Non mais ça c'est fort, ils font un VPN, ils disent pas que c'est un VPN, c'est fabuleux. Alors je sais pas si c'est pour non, c'est pas. Alors attends, c'est pas totalement un VPN. C'est pas exactement un VPN. Le principe du VPN, c'est que tu crées. Non mais le principe du VPN, c'est que tu crées entre deux points un tuyau. Et tu vas sortir de ce tuyau. Eux, c'est plus subtil, on va un peu disperser les données un peu partout. C'est-à-dire c'est comme si tu avais un VPN avec plein de tuyaux de sortie. C'est ça un peu l'idée. Donc ils jouent un effet de relais. Quand même la même. Hein. Oui, mais par contre, ce qui est intéressant quand même avec les VPN, parce que tu vois, ça alimente beaucoup de publications aujourd'hui, puisqu'ils ont énormément de moyens. En fait, les gens sont prêts à payer pour le VPN. La plupart du temps, c'est pour contourner Netflix et compagnie. Et en fait, ces boîtes-là, quand tu creuses un peu, elles sont toutes louches. C'est-à-dire que derrière, il y a soit des gouvernements, soit des grosses boîtes qui disent pas leur nom. En fait, derrière, tu sais pas ce qu'ils font parce qu'ils ont accès à toutes tes données. Tu te rends compte, c'est comme si le gars, il se pluguait sur ton ordi, il aspire tout, puis il remet tout de l'autre côté. Donc, ils te disent, non, on a des clés, on peut pas le décrypter. Apple, ils ont quand même une espèce de sérieux derrière. On se dit, bon, bah voilà, vous nous avez fait confiance, on protège vos données. Tu es un résident chinois, quand même. Voilà, non mais évidemment, ils vont se plier aux règles de différents pays. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'Apple, on sait à peu près où ils sont, on sait à peu près ce qu'ils font. Les VPN, aujourd'hui, tu sais pas où ils sont et ce qu'ils font. Donc c'est un beau coup à jouer. Par contre, je pense qu'ils vont tous arriver là devant la Commission européenne. Ils vont dire non, est-ce que c'est pas de l'abus de position, ça, de mettre un petit VPN dans iCloud? Ouais, sauf que du coup, comme les autres sont un peu louches. Je suis d'accord avec toi, quand tu creuses. Parce qu'en fait, grosso modo. C'est plus plaidable quand même. C'est comme les antivirus. C'est un peu plus plaidable. Là. Non, mais là, c'est surtout Apple va dire mais je suis pas un VPN, je protège le consommateur, tu vois. Et il va y avoir débat, ça peut être intéressant. Il y a déjà débat dans Refait le Mac. Après, la confidentialité des données, c'est dur à dire, place maintenant à la localisation qui a été également amélioré, notamment pour localiser son iPhone. Dans iOS 15, on a découvert AirTag Geofencing. Alors, concrètement, c'est quoi? C'est la possibilité de recevoir une alerte quand on risque de perdre un objet, c'est ça en fait? L'éloignement d'un objet. On en a avec Didier. Didier a été le premier à alerter en disant ce que je trouve dommage, c'est finalement on peut suivre, mais ce qui m'intéresserait, c'est que finalement je m'éloigne de mon sac ou je m'éloigne de mes clés, finalement qui m'alertent. Oui. Là, je peux les retrouver, mais il faut d'abord que je les perde. Plutôt qu'arriver à la maison, de s'apercevoir. Exactement. Est-ce qu'on va me dire, voilà. Et donc du coup, j'imagine que Didier doit être content parce que c'est un des premiers à avoir fait la remarque. Alors Didier, dis-nous tout. Est-ce que ça marche avec tous les appareils?
Alors, ça marche super bien avec les AirTags, en tout cas, ça c'est sûr. Et en fait, ce qui est assez amusant, moi je l'ai testé avec les enfants, tu sais, j'ai mis des AirTags dans leur cartable. Donc, en fait, quand je les lâche à l'école, ils me disent « Oh, vous avez laissé un tel à l'école. » Bon, c'est rigolo. Par contre, ce qui est amusant, c'est que, par exemple, moi j'en ai mis un sur mon porte-clés et par défaut, le géofencing ne te le met pas si tu oublies des choses chez toi. Alors que les clés, tu vois, tu auras envie qu'ils te disent que tu les as oubliées. Enfin bon, tes clés ou j'en sais rien, ou tes clés de voiture. Et tu peux toujours le décocher, hein, mais par défaut, tout ce qui est chez toi, finalement... Ce que fait très bien Tile, puisque moi, la Tile, elle me dit, vous avez laissé les clés de la maison chez vous, est-ce que vous n'en avez pas besoin ? Tu vois, vous avez laissé les clés de la voiture parce qu'il sait que je les prends habituellement. Donc du coup, l'appli Tile, ils se sont très vite démarqués là-dessus. Donc ça permet de changer, hein, c'était dans la bêta. Hein. De localiser quoi ? Un iPad, une Apple Watch, des AirTags Et tu sais, Olivier, j'ai fouillé dans la WWDC, je crois, d'iOS 13. Il te disait que tu pouvais retrouver ton Mac, même éteint, Est-ce que ça permet en utilisant justement le Bluetooth comme des beacons, etc. En fait, ce truc, ça n'a jamais marché. C'est-à-dire que j'ai fait le test l'autre jour, j'ai laissé dans ma voiture, comme les AirTags, hein, j'ai laissé un iPad et une Apple Watch, et j'ai mis le truc perdu. Jamais il me les a localisés. Donc en fait, ce truc n'a jamais été implémenté. Et là, par contre, ils te disent, on le fait. Mais donc, ils vont le faire vraiment, je pense. Par contre, voilà, a priori, ça marche pas avec tout. Donc, ce que j'ai vu dans la doc, je crois que ça marche avec les iPhones, même s'ils ont été réinitialisés, a priori, ce qui serait assez fou. Donc, ils gardent en mémoire l'identifiant. Même s'il est éteint. Tu sais comment c'était fait sur les devices avant. Sur les devices, il y avait une fonctionnalité qui fallait que tu actives. Et avant de mourir, le device, il faisait un ping à Apple en disant « voilà où je suis ». Donc l'idée, c'était avant de mourir, il donnait l'info de la dernière position Apple. Mais il fallait que tu l'actives, cette fonctionnalité. Et du coup, vraiment, au moment où il se coupait, il gardait le dernier dixième de volt qui lui restait, servait à envoyer au serveur Apple cette information. Et puis peut-être Laurent, Didier ou Stéphane, un appareil qui serait vraiment pratique pour pouvoir le localiser si on s'éloigne de lui, c'est les AirPods, parce que ça, c'est vraiment facile à perdre. Ça fait un gros chiffre d'affaires d'Apple et ça fait pas partie du lot, si je ne me trompe pas, Didier. Bah, écoute, ça peut toujours arriver, mais en tout cas... En fait, les AirPods, je sais pas si tu as remarqué, mais quand ils sont dans le boîtier fermé, ils sont inlocalisables. Moi-même, chez moi, ça marche jamais. Alors, en revanche, par contre, s'ils sont en dehors du boîtier, le Bluetooth est actif, donc là, ça marche. Mais en général, quand tu les oublies, c'est le boîtier, quoi. Restons sur les services avec les nouveautés au registre d'iCloud, HomeKit et Santé. iCloud HomeKit Santé, toujours plus des améliorations donc pour iCloud plus DESA qui on l'a dit tout à l'heure en préambule, change de nom. A priori, iCloud ne va pas augmenter en termes de prix et c'est un abonnement qui sera disponible à la rentrée en même temps que iOS. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme fonction supplémentaire ? On a vu qu'il y avait notamment, on en parlait lors de la keynote avec... toi, Stéphane, et toi, Laurent, des facilités pour récupérer son compte en cas d'inaptitude. En cas de perte, d'abord de perte tout court, ou d'inaptitude, voire de décès. Il y a deux cas. En fait, Apple est très embêté aujourd'hui parce qu'ils doivent gérer souvent de façon humaine, c'est avec un coup de fil, avec des gens qui appellent Apple en disant « je voudrais récupérer mon compte, j'ai toutes mes photos, j'ai toute ma... » et ça leur prend un temps fou. Donc je pense de vérifier, ils te demandent, il y a plein de questions, donnez-moi c'est quoi le dernier mot de passe que vous avez utilisé, c'est quoi, donc toute une série de choses. Donc ça c'est le cas numéro 1, je pense qu'ils essayent de simplifier cette tâche en déléguant ou à quelqu'un d'autre. Puis le deuxième cas... c'est un contact de confiance, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ça. Et le deuxième, c'est si tu passes l'arme à gauche, si tu manges les pissenlits par la racine. Et comment faire pour finalement ce qu'ils appellent la legacy, c'est-à-dire l'héritage. Le contact hérité, c'est le terme exact. Et ça va bien, le contact hérité, puisque c'est une sorte d'héritage. Encore une fois, c'est l'exemple le plus probant, c'est tu as des photos d'une perte de quelqu'un. Tu vois, ta bibliothèque photo, si tu ça pas, elle est à toi et si tu pourras la récupérer et la transmettre. C'est compliqué parce que tu pourras donner des photos personnelles que tu n'as pas envie de partager, tu vois, comme un héritage. Je donne ça et ça, je veux qu'on le détruise. Ouais. Bon, voilà, je sais pas, c'est... Et la surprise également pour iCloud, c'est qu'on aurait... Il y a plus de morts, et on va arriver à un moment où il y a plus de morts sur Facebook que de vivants. Mais, oui, surtout que ça ne se rajeunit pas tellement, c'est plutôt de plus en plus âgé. Mais passons. Et puis, bonne surprise, Didier, iCloud va offrir de l'espace gratuit également pour faciliter la migration entre un ancien et un nouvel iPhone. Temporairement. Oui, Apple est grand seigneur quand même. Il t'offre en fait la possibilité de faire un backup si tu changes d'iPhone. Il faut quand même que tu changes d'iPhone parce qu'il ne faudra pas faire ça totalement gratuit. Donc tu vois, c'est pas
c'est pas vraiment gratuit. D'ailleurs, moi, je suis surpris que tu puisses pas, tu vois, connecter en filaire 2 iPhones pour que ça aille très vite, ce transfert-là. Ils ont rien fait vraiment de terrible pour faire ça. Par contre, ils ont amélioré, c'est la transition depuis un Android. Ça, maintenant, moi, j'ai des amis autour de moi qui l'ont fait. Ça marche quand même super bien. Tu as une appli sur Android. Et là, ils ont dit qu'ils ont rajouté encore pas mal de photos, tes albums. Enfin, ils gardent beaucoup d'informations. Donc, tu as quasiment retrouvé tes petits de l'un à l'autre, quoi. Laurent, je me tourne vers toi parce que c'est ton dada. Quid d'HomeKit également qui a subi, ou pas d'ailleurs, des améliorations? Alors HomeKit, bon, encore une fois, je vous avais toujours dit, je trouve le nom un peu étonnant parce que les kits chez Apple. On attendait HomeOS. Non, mais les kits chez Apple, c'est plutôt des SDK. Oui. C'est des Software Development Kits. Donc, du coup, tu avais ARKit, MLKit et HomeKit au début. Sauf que le nom, aujourd'hui, tu le vois partout. Quand tu regardes une prise, tu dis je veux une prise compatible HomeKit. Donc, finalement, le nom marche bien. Alors que HomeOS ou Apple Home ou Home Apple, tu vois, marcherait moins bien. Tu vois, donc, finalement, le nom marche assez bien. Maintenant, ce qui arrive, donc ils ont appelé ça Home dans les images. Ça s'appelait Home, mais Home tout court, on verra comment ça évolue. Non, le truc qui est bien, c'est l'utilisation de la puce U1 pour le déverrouillage. Donc, par exemple, aujourd'hui, tu pourrais t'approcher d'une porte et le faire finalement juste par l'orientation que tu as de la porte d'une voiture ou d'une maison grâce à la puce U1. Donc, du coup, c'est comme les gens qui ont une voiture aujourd'hui sans contact. Il suffit qu'ils aient dans leur sac, ça fonctionne. Donc, et puis surtout, les constructeurs pourront en tirer parti. Exactement. La puce U1, il faut dire qu'elle est réservée à l'iPhone 11 et à l'iPhone 12 pour l'instant. Tout à fait. Ouais. iPhone 11 et iPhone 12, oui. Ouais. UWB. On a parlé de SharePlay tout à l'heure. SharePlay, donc on ne va peut-être pas y revenir. Il y a, pour moi, ce qui est possiblement la plus grosse annonce. J'ai un peu réfléchi parce qu'on nous a beaucoup reproché sur les réseaux sociaux d'avoir été un peu négatif. C'est juste que cet événement, c'est l'événement de l'année, quoi, tu vois, pour les développeurs. Et finalement, il y a pas, on veut pas des millions d'annonces. Il y a des gens, ils attendent du hardware. Nous, on attendait. Moi, je suis un fanat de développement. J'attendais du software. Donc, j'attendais. Il n'y a pas un truc révolutionnaire, quoi. Tu vois, l'an dernier, c'était quand même l'arrivée d'Apple Silicon, donc qui touche le hard et le soft, parce qu'il fallait développer. Là, il n'y a pas eu un truc qui sortait du lot. Cependant, il y a quand même une annonce qui mérite, et ça va surtout dans la lignée de tout le reste, c'est Siri en local. C'est-à-dire le fait de déporter en local Siri, tout à fait. Donc d'avoir potentiellement des réponses plus rapides, des réponses plus privées. Oui, confidentialité, et surtout ça part pas sur les serveurs. Et pour les développeurs, l'accès à Siri pour les développeurs. L'auteur, je prenais un taxi, j'étais à la bourre, j'ai pris un taxi, j'aurais eu envie, j'étais tellement à la bourre, j'aurais eu envie de dire à mon appli G7, commande-moi un taxi devant la maison. Et que du coup, ça se fasse en automatique, tu vois, ça, je trouve ça génial. Didier, Stéphane, est-ce que c'était pas d'ailleurs le moyen manquant pour permettre à Siri de se mettre au niveau de Google ou d'Alexa en s'ouvrant beaucoup plus? Et voilà, d'ailleurs, il s'est mis en route. En plus, ce qui est quand même bien, c'est quand même le côté vitesse, parce que là, aujourd'hui, le nombre de fois où je fais un truc, puis t'es pas bien connecté, ou Siri il rame, juste pour lancer un minuteur, t'as besoin qu'il interroge des serveurs. C'est vrai. Le minuteur, moi l'autre jour, j'ai lancé un minuteur de 40 secondes, il m'a mis 15 secondes à me le lancer, mais sur 40 secondes, 15 secondes, c'est beaucoup. En plus, ce qui est étonnant, c'est que la reconnaissance vocale, ça existe quand même depuis très longtemps, même sur l'iPhone, on en a sans Internet depuis très longtemps, quasiment depuis le début, et en plus, pour des trucs basiques, c'est étonnant qu'ils continuent à utiliser Siri. Peut-être parce qu'il se dit je veux pouvoir plugger des trucs dessus, c'est peut-être plus simple de tout centraliser. Mais quand même, la plupart du temps, ce qu'on demande à Siri, c'est des choses hyper simples. Même pour allumer tes lampes. Chez toi, s'il n'y a plus d'Internet, tu ne peux plus allumer tes lampes. C'est marrant quand même. C'est un problème. Après HomeKit, Stéphane, on parle de santé. Également, ils ont beaucoup insisté lors de la keynote. Est-ce que tu as jeté un petit coup d'œil à santé? Il y a des améliorations, je crois, de ce côté-là. Ça fait plusieurs années de toute façon qu'ils avaient commencé déjà à nous proposer tout un tas de fonctionnalités. Ils continuent. La qualité de la marche, les risques de chute, l'ébauche d'un carnet de santé ont été présentés. Alors, les chutes, c'est-à-dire il y avait déjà un truc sur l'Apple Watch, je me souviens. Mais là, on pourra évaluer si les risques de chute d'un utilisateur, mais également la qualité de sa marche en fonction de la fatigue et de l'âge. Et donc, c'est des données qui vont être accumulées et qui vont potentiellement permettre de prévenir de certains problèmes qu'on peut avoir. Tendance à s'affaisser un petit peu, qui peut être un signe de fatigue, etc. Donc on va pouvoir utiliser. Donc il y aura l'application santé affichera aussi une sorte de carnet de santé, comme nous on le connaît depuis tout petit, pour suivre les constantes au fil du temps. Ouais. Et elle permettra de détecter d'éventuels problèmes de santé, si bien sûr. Ça, c'est sur le long cours. Sur le long cours, bien évidemment, parce que si on se perd, il y aura des algorithmes qui permettent de se projeter. On permettra de mieux de comprendre les données collectées, donc éventuellement de les partager de façon sécurisée à son médecin. Et c'est ça qui va être important. Et après, donc il y a aussi, et ça, ils ont aussi rajouté ça, un partage familial où on pourra donc, avec ses enfants ou sa compagne,
on pourra se partager ces données et donc potentiellement aller plus vite si par exemple il y a un problème. Laurent. Oui, moi bon, c'est très intéressant parce qu'en fait c'est systématiquement un peu, donc je trouve ça bien, hein, et on parle de l'Apple Watch. Moi, il m'arrive, j'étais passé à côté de l'annonce. En fait, quand j'ai lancé l'application santé, il m'a dit on a une nouvelle détection cardiaque qui s'appelle l'AFD, l'AFI en anglais, je sais pas, c'est Arterial Fibrillation, je sais plus lequel. Et en fait, donc j'ai pas mis à jour ma montre. Okay. Tu n'as pas mis la bêta de J'ai pas mis la bêta de WatchOS. En fait, le problème des bêtas, c'est qu'elles ont tendance à être plus consommatrices d'énergie. Sur une montre, sur un téléphone, bon, tu peux le recharger dans la journée. Sur une montre, c'est un peu embêtant quand à la moitié de la journée, ta montre est en rade. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Et c'est l'expérience des autres années. Et en fait, il y a quand même un nouveau mode de détection cardiaque sans que tu mettes à jour donc dans l'appli santé. Et par contre, il faut que tu valides ton âge, ton machin, toute une série de paramètres et que tu te demandes à l'activer pour être alerté. Ce qui est pas mal. Et je l'avais pas entendu. Je sais pas si Didier l'avait entendu dans la liste des choses qui avaient été améliorées, mais je trouvais ça pas mal. On va plutôt poser la question à Didier sur une belle évolution aussi d'iOS 15, ses plans, avec notamment, Didier, un nouveau rendu 3D de toute beauté. Hein. Mais c'est incroyable. Ce qu'ils ont fait, c'est artistique, quoi. C'est un jeu vidéo. En fait, c'est de la 3D, c'est très cartoon. Il y a même des effets, des sprites un peu, tu sais, dans le jeu vidéo, là, quand tu as des effets de lumière et tout. D'ailleurs, donc il y a quasiment que San Francisco hein, qui a été modélisé comme ça. Ouais. Mais tu regardes. Ça fait plaisir localement, disons. Oh là là, tous les monuments, etc. Même tu sais, les petites maisons victoriennes, là. Donc, tu les regardes un peu de nuit, elles sont éblouissantes. En fait, tu pourrais faire un jeu vidéo dans Plan tellement c'est beau. C'est juste incroyable. Oui, par contre, ce jeu, il y a quelques années, virtuel, il y a une quinzaine d'années, où on évoluait dans un monde virtuel. Mais c'est au point que tu as Second Life est de retour avec Apple. Ah non, mais Second Life, c'était pourri. Non, mais alors, juste pour revenir sur Plan, tu dis, bon, c'est que à San Francisco, et San Francisco est ouf. Il y a, je ne sais plus combien de villes hein, aux États-Unis, pas beaucoup. Il n'y a pas Paris. Hein. Non, il n'y a pas Paris. Mais Plan, moi, par défaut, je lance Google Maps. Quand tu lances Plan, le design et les couleurs et la beauté de Plan rendent quand même cette application beaucoup plus belle que n'importe quelle autre carte. Attachante en tout cas. Ouais. Et quand tu regardes la carte, je l'avais sous les yeux tout à l'heure, je me dis, c'est dommage qu'il manque les fonctionnalités de Google parce que parce qu'elle est quand même sacrément, franchement mieux. Il y a quand même plus d'infos, hein, Didier, comme l'altitude, des choses comme ça, des graphiques pour améliorer la conduite, je crois, c'est ça ? Oui, surtout, c'est là où c'était pas très bon, c'est effectivement quand tu fais de la conduite, tu sais, d'avoir les lignes, surtout aux US où tu as 50 lignes les unes à côté des autres. Mais là même, ça va au point qu'ils ont noté où sont les passages piétons, les petites flèches sur la route. Je sais pas si c'est totalement raccord ou pas, mais il y a un niveau de précision qui fait que c'est super beau. Donc oui, ça se rapproche. Après, moi, c'est comme Laurent, c'est-à-dire que Plan, j'utilise pas parce que même récemment, j'ai encore essayé d'utiliser ce truc et je me suis retrouvé planté en voiture. Donc ça dépend où tu vis, ça dépend ce que tu fais. Oui. Mais c'est vrai que c'est à se demander s'ils vont y arriver parce que ça fait quand même un petit moment hein, que Forstall il est parti maintenant et je trouve que c'est quand même on n'est pas tout à fait au niveau. Il y a toujours des gens pour dire non c'est incroyable, non c'est toujours pas au niveau de Google, enfin en tout cas en Europe. Moi, je trouve qu'il n'est pas du tout au niveau. Et d'ailleurs, le fait d'avoir fait quelque chose de très très beau à San Francisco, tu sais, en plus maintenant, tu as Flyover, tu as tous ces trucs là, Lookaround et tout. Et ben, vu qu'on n'a rien chez nous, c'est encore plus laid. C'est-à-dire que vraiment, tu regardes Paris par rapport à San Francisco. J'ai fait une vidéo où je vois San Francisco, après New York, il y a un peu les buildings, mais c'est quand même moins joli. Et après Paris, alors c'est tout plat, et puis il n'y a plus rien. Donc ouais, il faudrait qu'ils bossent un peu aussi les trucs localisés. Il y a plein de trucs hein, qui ont été présentés qui ne sont pas dispo encore chez nous quand même Fitness Plus, etc. Ouais, et puis pour se rapprocher un petit peu de Google, moi j'ai bien aimé, c'est le mode conduite qui devrait évoluer, mais on le verra plutôt à la rentrée avec une nouvelle version de CarPlay. Et puis le mode piéton en réalité augmentée, qui je trouve assez sympa pour justement se retrouver plus facilement. Mais pour ça, il faut Lookaround. Donc ils l'ont pas mis chez nous, tu vois. Ils l'ont pas mis chez nous. Bonne surprise en revanche, Stéphane, on était un petit peu inquiet à chaque mise à jour d'iOS que Apple éjecte certaines configurations anciennes de l'iPhone. Il n'y en est rien, ça reste ouvert à des machines parfois très anciennes. Oui, c'est la bonne surprise parce qu'on ne pensait pas que l'iPhone 6S pourrait être conservé dans la liste des appareils qui pouvaient être supportés ce dernier OS, et c'est le cas. Parce que bon, il y a certaines fonctions quand même qui ne seront pas disponibles, il faut le dire, à cause des puces neurales pré-A12 qui ne seront pas assez puissantes, donc ça de ce côté-là. Mais en tout cas, l'iPhone 6S et même le dernier iPod, je crois même,
Les iPhone SE qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, le qui est basé sur la base, on le voit là, sur la base de... c'est une bonne nouvelle. Et d'une certaine manière, ça renforce ou ça vient contrecarrer ceux qui disent que Apple est le champion de l'obsolescence programmée. C'est pas le cas. Et au jour où on essaye toujours de conserver ces devices, où il y a plein de campagnes qui sont faites pour pouvoir les recycler, la meilleure façon de les recycler, c'est de les garder, parce que quand on installe quand on met à jour un iPhone, on a l'impression d'avoir un peu un nouveau téléphone. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, dans quelques semaines, messieurs, pour conclure, avant de passer très rapidement à Apple Music et l'arrivée du lossless et de l'audio spatial, elle vient tout juste d'arriver pour les développeurs. On a tous la chance d'avoir un compte développeur. Dans quelques jours, dans quelques semaines, pour ceux qui nous regardent, les bêtas publics seront disponibles. Est-ce que vous conseillez très rapidement à notre audience de l'installer, comme vous l'avez fait de suite dès le soir de l'annonce? On commence avec Stéphane. Non, si c'est en l'état, en juillet, si c'est comme ça. En iOS 15, si ça évolue pas d'ici là? Non, mais il faudra la bêta, la golden comme ils disent, la gold, elle sera fin août, quoi. Et, non, il faudra attendre un petit peu, je pense. Bon, ça reste quand même très stable, Laurent. T'as pas eu de problème particulier. Moi, je me souviens de certaines versions d'iOS en bêta, on ne pouvait pas passer un coup de fil. Là, a priori, ça marche. Alors, la limite quand même. Hein. Non, franchement, elle est bluffante. Moi, elle est plutôt stable. Alors attention, le plus tôt mérite toute son... Parce que ça veut dire que ça peut très bien aussi ne pas fonctionner sur un iPhone parce qu'il a une configuration spécifique ou une application spécifique. Moi, par exemple, quasiment tout fonctionne. J'ai eu très très peu de bugs. J'ai des calages graphiques qui sont pas beaux. J'ai des trucs qui vont pas bien. J'ai eu un problème d'appel hier matin. Je pouvais plus, j'avais plus le réseau ne fonctionnait plus. Je l'ai redémarré 2 fois. Il a fallu que je redémarre 2 fois. Donc, oui, il y a quand même. On est sur la version développeur. Apple te dit ne l'installe pas sur un téléphone qui tombe. Moi, c'est mon téléphone que j'utilise tous les jours. J'ai pris un gros risque. J'ai pris un gros risque. Il y a un truc qui est important. Il y a 2 choses qui sont importantes. Début juillet. Oui, il y a 2 choses importantes. La première, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire des rollbacks qui à l'époque étaient beaucoup plus compliqués. À l'époque, les rollbacks n'étaient pas possibles. Donc aujourd'hui, on peut faire des rollbacks, donc il y a moins de risques. La deuxième chose, l'appli Société Générale ne marche plus. Je ne peux plus valider aucun paiement. Donc hier, j'ai eu besoin d'envoyer 100 € sur une carte bleue de ma nounou pour qu'elle finisse mes courses. Et j'ai fait transiter l'argent quasiment dans toute l'Europe pour réussir à l'envoyer sur le compte. Voilà, c'est tout. Donc, Didier, ton sentiment, est-ce que tu vas conseiller avec un peu d'avance l'installation des bêtas publics sur des iPhones de monsieur et madame tout le monde? Comme ça a été dit, ces bêtas sont quand même de plus en plus stables. Il y a une époque, on pouvait vraiment, ça plantait la moitié de tes applis. Donc là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Par contre, moi, je dis non, il ne faut pas l'installer parce qu'en fait, justement, on peut se retrouver coincé. Parce qu'aujourd'hui, notre vie est quand même basée sur le téléphone. Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement importantes. Regarde, j'en sais rien, ton pass Navigo, il ne marche plus sur ton iPhone et tu ne l'as pas en version, en version badge, et ben tu es bloqué. Donc tu peux quand même te retrouver, surtout avec une mise à jour de la bêta, parce que tu sais, les bêtas expirent, donc tu ne peux pas les garder à l'infini. Et voilà, tu fais tes mises à jour pendant l'été, puis tout à coup, la clé de ton camping ne marche plus, tu ne peux plus te connecter à ta Tesla, j'en sais rien. Voilà, donc on est très très dépendant de ce téléphone. Et juste pour gagner 2-3 fonctionnalités, franchement, attendez 3 mois, c'est quand même pas la mort. Et c'est pour ça aussi qu'on vous fait des émissions, c'est pour vous montrer un peu les nouveautés en attendant que ce soit finalisé. Tu as bien raison. Allez, pour clore le chapitre, on l'a conclu, le chapitre d'iOS 15. Revenons à présent sur Apple Music, dont les fonctions lossless et audio spatial sont désormais disponibles. Alors, lossless et audio spatial, est-ce que vous avez testé déjà l'audio spatial? On a beaucoup parlé de lossless avec Pépé il y a 2-3 semaines lorsqu'on a fait l'émission ensemble. On avait le sentiment qu'en fait, Apple avait plutôt mal communiqué, que c'était plutôt vers l'audio spatial qu'il fallait pousser, parce que c'est là où il y avait une véritable valeur ajoutée pour monsieur et madame tout le monde. Apparemment, Apple a changé son fusil d'épaule en matière de communication et a plus insisté sur l'audio spatial que le lossless. Vous avez testé, Laurent, brièvement. Oui, j'ai pas eu le temps de pousser à fond. Voilà, au moins. Moi, j'ai testé. En fait, quand vous allez vous connecter sur Apple Music, vous avez un espace de découverte. Ouais. Et donc, il y a l'espace de découverte. Il me semble que j'ai vu deux guides, on va dire, avec un garçon qui a un petit cheveu sur la langue, d'ailleurs, en français. Et il montre comment What's Going On, la chanson de Marvin Gaye, était en mono, comment elle est devenue en stéréo et comment elle devient en Dolby Atmos. Ouais. Et c'est vrai que quand on expérimente cela, on s'aperçoit que on a envie d'écouter après tous nos morceaux. Et d'un seul coup, toute notre bibliothèque, on a envie de la transformer en lossless, même si ça prend de la place. Pas en lossless. En Dolby Atmos, pardon. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant.
Et je trouve que pédagogiquement parlant, ça nous permet de redécouvrir de la musique et des morceaux. Et des morceaux qu'on n'avait peut-être pas, on avait peut-être écouté d'une certaine façon, et il y a une résonance et des choses. Et là pour le coup, je peux être critique à certains égards et tout, mais ce qui est dit dans ces petits morceaux vidéo d'audio, pardon, qui nous encouragent à aller vers le Dolby Atmos, eh bien, c'est vrai que ça peut être historique, entre guillemets, dans la façon de réécouter de la musique, tout simplement, et de découvrir la musique, parce que c'est des instruments qu'on n'écoutait pas ou qu'on n'entendait pas. Didier, ton sentiment, moi je m'attendais à entendre un petit peu comme on pourrait entendre certains films, tu sais, où tu as des passages, tu as des bruits qui passent du devant, du derrière, tu as une voiture de droite à gauche. C'est pas encore aussi évolué que ça. Hein. Oui, mais c'est du spectacle, ça. Non, mais en fait, il faut avoir du bon matos quand même, parce que effectivement, le petit truc qu'il y a sur, j'allais en parler là de ce qu'a parlé Stéphane, le petit guide, c'est super bien fait. Et limite même des fois simplement le mono stéréo, les gens comprennent déjà un peu ce que c'est, parce qu'il y en a plein qui écoutent en mono. Hein. Et oui, sur les enceintes, bien sûr. Et par contre, après, pour voir vraiment le côté Atmos, il faut, nous on a les AirPods Studio, on a les AirPods Pro et tout, donc ça marche bien. Mais si tu écoutes ça avec ces écouteurs-là, t'entends rien. Hein. Donc c'est clair. En fait, c'est comme disait Pépé la dernière fois, c'est qu'on monte les barreaux de l'échelle et puis il faut être extrêmement attentif pour en profiter. Quand tu vois la plupart des gens qui écoutent juste leur télé avec les enceintes de la télé, tu te dis oui, là ça demande quand même un effort supérieur. Mais pour celui qui aime bien la musique, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui est beaucoup plus net effectivement que le passage au lossless, qui honnêtement la plupart des gens n'entendent rien du tout, quoi. A priori, je suis en train d'après un célèbre site internet qui s'appelle Mac Forever, la fonction suivie de tête, suivi de mouvement arriverait un peu plus tard, peut-être à l'automne. C'est à suivre, donc on va voir. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est plus pour moi une sorte de super surround que de l'audio spatial, mais pourquoi pas. Un mot quand même sur le lossless, cette fois-ci, hein, dont on a consacré une longue et passionnante émission avec Pépé il y a quelques semaines. Cette fois-ci, c'est disponible. Vous les avez essayés, alors vous n'avez pas forcément le matériel compatible. Est-ce que vous avez perçu une différence? Brièvement. Non. Voilà, ça mérite d'être clair. Non, mais il faut le matos spécial. Le matos, on l'a pas. C'est très compliqué. Moi, j'ai testé sur les HomePod. Le HomePod, c'est déjà pas mal quand même au niveau qualité de son. Franchement. Alors, le HomePod, je ne gère pas encore. Hein, c'est un peu plus tard aussi. Hein. Et en fait, là, moi, j'ai fait le test tout à l'heure avec June, là, et tu as le logo lossless qui apparaît de temps en temps. Alors, je ne sais pas si c'est un bug ou pas, mais en tout cas, nous, on n'a pas réussi vraiment à entendre la différence. Mais en fait, c'est un peu compliqué tout ça. Hein. Ça arrive par petits bouts sur certains produits. Tu ne sais pas si ça marche, le logo s'affiche ou pas. Et en fait, moi, je trouve que ce n'est pas très clair pour les gens quand même. Ils t'ont annoncé ça, mais tu as l'impression que ce n'est pas préparé. Ouais, c'est pas prêt encore. Effectivement, le logo lossless, vous allez voir sur la petite pochette de l'album, s'il y a le lossless ou s'il y a le Dolby Atmos. Tout n'est pas encore compatible pour le moment. On aura l'occasion de revenir plus en détail sur Apple Music et Apple Lossless. On essaiera de faire revenir en plateau, notamment à la rentrée, notre ami Pépé pour faire le point. Et puis nous reviendrons la semaine prochaine plus en détail, cette fois-ci sur les avancées d'iPadOS 15 et macOS Monterey. Soyez au rendez-vous, mais en attendant, un mot à propos de notre sponsor SanDisk Professional. Notez bien SanDisk Professional, hein, car le célèbre constructeur de cartes SD propose désormais une gamme complète de solutions d'archivage à destination des professionnels de l'image, aptes à combler chaque étape du processus de création, de la prise de vue, à l'instar de Procard CF Express, au dérochage, grâce au lecteur de cartes CFast et CF Express. SanDisk commercialise désormais des disques pour le montage et l'archivage, c'est nouveau. La gamme propose des modèles SSD Pro USB-C et Thunderbolt 3, portables ou de bureau, ou encore des versions RAID, le tout issu de l'expertise du constructeur G-Technology qui prend l'étendard SanDisk Professional. Bref, SanDisk est présent à chaque étape de votre workflow. Pour célébrer l'événement, SanDisk Professional vous offre un G-Drive SSD. C'est un disque compact à emporter, équipé d'un SSD NVMe. Il est léger, 90 grammes, et il résiste aux chutes et aux chocs. Il est rapide, il assure des transferts jusqu'à des débits jusqu'à 1050 mégaoctets par seconde via un port USB-C. Pour le relier au Mac, et le tout est garanti 5 ans. Alors pour emporter ce G-Drive, il est magnifique, regardez. SSD, il suffit de répondre à cette question, roulement de tambour. Quelle est la capacité maximale
je cache. Quelle est la capacité maximale du G-Drive SSD? Quelle est la capacité maximale du G-Drive SSD? Répondez via Twitter en associant le compte @onrefait-le-Mac, et l'hashtag SanDisk Professional avec 2 S et un seul L, SanDisk Professional. Merci à SanDisk Professional de nous soutenir et bonne chance à tous. Allez, on passe à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on est en retard, on commence par Didier. Eh ben écoute, moi ce sera une série puisque j'ai vraiment totalement adoré la dernière série qui s'appelle The Mosquito Coast, voilà si je le prononce bien, et donc qui est faite à partir d'un livre, hein. Et je trouve que c'est vraiment bien fait du début à la fin. Les acteurs sont très bons, il y a beaucoup de suspense, donc il y a un épisode tous les vendredis. Alors, ouais, en fait, c'est un peu compliqué parce que justement, ils te disent pas tout dès le début, donc tu en apprends petit à petit. Mais en gros, c'est une espèce de couple avec enfants qui vit un peu en marge, voilà, parce qu'ils sont traqués et voilà, tu vois, ils passent la frontière, ils vont au Mexique, etc. Enfin, il y a tout mais tu sais pas trop pourquoi ils sont traqués. Et il y a un petit côté un peu, tu sais, Terminator comme ça, ils sont très vulnérables. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Ouais, et franchement, j'ai trouvé ça. On est très addicts, quoi. Moi, j'attends vraiment tous les vendredis pour voir mon épisode. Et tu as pas dit où c'était? C'était sur Apple TV+. Sur Apple sûr. TV+. Bien entendu. Laurent, une série également, je crois. Laurent. Stéphane, oh là là, excusez-moi. Vous êtes tous les deux barbus. Je vous aime tous les deux. Hein. Vous savez que j'ai pas des préférences, c'est comme mes enfants. Hein. Je sais bien. Non, je vais être très court. C'est la partie 2 de Lupin qui est sortie depuis vendredi 11 juin. Et elle s'annonce, elle est aussi forte que la première. Et elle va attirer beaucoup de touristes à Etretat et faire en sorte que beaucoup achètent Gentleman Cambrioleur de Maurice Leblanc. Puis c'est bien, ça donne envie. C'est la première fois qu'une série française est dans le top 10 des séries vues, visualisées aux États-Unis. Ouais, c'est top. Voilà. Laurent, de ton côté, je me suis posé la question quand je l'ai choisi, si je ne l'avais pas déjà choisi, ce coup de cœur. Mais tu peux me laisser parler, s'il te plaît, j'aide des gens pour gagner. Et tu l'as déjà fait avant. Mais du coup, en fait, c'est quelqu'un que j'adore. C'est une dame qui s'appelle Suzanne Kerr. C'est quelqu'un qui a profondément changé nos vies. Tous. On la connaît tous sans le savoir. La disquette pour sauver, c'est elle. Le cercle sur Mac, le cercle infini quand ça bug, c'est elle. Donc en fait, c'est une jeune fille de 26 ans qui un jour se fait, à qui on demande de faire toutes les icônes du Macintosh. Ouais. Et le concept d'icônes tel qu'on les connaît aujourd'hui, elle a fortement modelé la tech. Et elle n'est pas milliardaire, hein, Suzanne Kerr. Et et aujourd'hui, donc en fait, on a la possibilité d'acheter sur son site qui s'appelle sur Kerr Prints, parce qu'elle explique tout ce qu'elle a fait. Mais allez juste sur suzannekerr.com et vous verrez déjà toutes les icônes qu'elle a fait. Mais Kerr Prints, le Hello, c'est elle aussi. L'écriture de Hello, c'est elle. Qui revient aujourd'hui partout dans tout l'univers d'Apple. Et quand vous installez iOS 15, il y a Hello qui s'affiche en fait à la main comme elle avait fait. Et on peut se payer un poster signé de sa main, donc numéroté. Donc voilà. Bon, moi j'en ai quelques-uns. Ouais, c'est un beau cadeau. Souvent, c'est un truc qui marche mieux pour Noël. Je pense que c'est pour ça que je l'avais choisi. Mais je suis retombé dessus en revoyant le Hello en préparant le déménagement, parce qu'en fait, on s'agrandit. Hein, donc, à la rentrée, on aura. Voilà. Et donc, en fait, en voyant le Hello l'autre jour derrière ton bureau, je me suis dit. Parce que j'ai gardé le Hello de l'iMac M1 qu'Apple nous a envoyé. Voilà. Exactement. Il y a un gros autocollant. Donc, côté un coup de gueule, pas un coup de cœur contre Apple. Cette fois-ci, il est particulièrement contre Apple Podcast, dont la mise à jour est pas vraiment top, elle est carrément buggée, c'est une vraie merde, on peut le dire, il n'y a pas d'autre mot. Alors c'est frustrant parce que nous on est quand même dans un chantre du podcast depuis des années dans cette émission. Et puis alors, on est très content à la fois aussi puisqu'Apple propose depuis quelques semaines, devait proposer depuis quelques semaines l'activation des abonnements payants qui ont tardé à arriver. Ça va arriver, donc c'est plutôt une bonne chose, ça va ouvrir de nouvelles perspectives aux podcasteurs, c'est important parce que ce genre d'exercice que nous menons, même si nous faisons un podcast un peu plus évolué et vidéo, ça coûte quand même des sous. Alors on a la chance d'avoir des sponsors, mais c'est pas le cas de tous les podcasteurs. Mais bon, ça marche pas super. Lorsqu'on met en route la version vidéo dont on fait le Mac, il faut attendre 30-40 secondes pour que la vidéo démarre. Et en plus, il faut le savoir qu'Apple ne prend pas en charge l'hébergement de ces podcasts. Et ça, je trouve ça purement et simplement scandaleux, c'est-à-dire que non seulement ils vont prendre 30% sur ce que vont gagner les podcasteurs, mais ils pourraient au moins avoir la décence d'héberger les podcasts, comme ils les hébergent, les musiques d'Apple Music. YouTube le fait bien, et ça simplifierait le process
croyez-moi combien c'est compliqué pour développer un podcast et qu'il soit disponible sur iTunes sans passer par un complexe flux RSS. Enfin, c'est vraiment une usine à gaz. Moi, j'espère qu'Apple fera table rase du passé en ce qui concerne podcast. Voilà, c'est la fin de ce 409e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous serez au rendez-vous, les amis. On va parler de macOS Monterey et on va parler d'iPad OS 15. Enfin, du moins, j'espère. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité. Et à la semaine prochaine. Au revoir.